Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information sur Gabon 24. Sans plus tarder les titres, au Gabon, début d'un atelier inaugural ce mercredi des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC afin d'harmoniser les systèmes d'enregistrement des produits vétérinaires dans la région. Nous irons au Libéria, jamais un sans deux, après l'appel au calme du candidat arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, George Weah, à l'endroit de ses partisans. La présidente sortante Ellen Johnson a emboîté le pas ce mercredi, invitant chaque citoyen à préserver, selon elle, la démocratie attaquée. Et vous le verrez, coup de théâtre, ce mercredi en Espagne, la Cour constitutionnelle a annulé la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne adoptée le 27 octobre par le Parlement régional. Carles Puigdemont, le président destitué de la Catalogne, demande quant à lui aux dirigeants de l'Union européenne de cesser de soutenir un coup d'État contre sa région sous tutelle de Madrid depuis fin octobre. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page Gabon. Tout d'abord, comme je le disais à l'instant, réunion des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ce mercredi à Libreville pour un atelier inaugural en vue d'harmoniser les systèmes d'enregistrement des produits vétérinaires. En témoigne ce compte-rendu de Lariska Lormamengi, Loïs Opas, Lewis Midungu. Pendant 2 jours, les 11 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale échangeront à l'occasion d'un atelier pour discuter des procédures d'utilisation des vaccins et médicaments dans le secteur de l'élevage avec l'appui technique de l'ONG GalvMed. En Afrique centrale, il n'existe pas de mécanisme, contrairement aux autres pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique de l'Ouest, qui ont pu mettre en place des mécanismes et des procédures. Cette rencontre vise à mettre en place des mécanismes sur l'enregistrement des médicaments importés dans la sous-région afin d'éviter le phénomène des produits frelatés. Au niveau de la CEAC, nous sommes dans un processus qu'on appelle le processus détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique. Avec ce processus, nous voulons appuyer nos pays membres pour développer le secteur agricole, le secteur de l'élevage, et pour cela, il faut faciliter l'accès des éleveurs aux produits de bonne qualité pour que ces éleveurs-là luttent contre les principales maladies animales contagieuses. Par ce processus, les pays membres de la CEAC veulent développer le secteur de l'élevage et faciliter à l'ensemble des éleveurs l'accès aux produits vétérinaires de bonne qualité. Des mines et ses collaborateurs ont planché ce mercredi matin à Libreville sur des questions liées à la relance du secteur des mines au Gabon. C'était au cours d'une séance de réflexion en présence de nos reporters Linda Gaël Maganga et Alex Signa. Les principaux animateurs du ministère des Mines étaient réunis à Libreville autour du patron de cette chambre gouvernementale. Cette rencontre aux allures de mobilisation afin d'amener chacun à comprendre l'importance de redynamiser ce secteur porteur de richesses et d'emplois a permis au ministre des Mines de rappeler à ses collaborateurs que le plan de relance économique tant souhaité par le gouvernement passe par leur capacité à relever les défis qui les attendent d'ici 2018. Au sortir de ce séminaire gouvernemental, le chef de l'État a également permis le redéploiement de l'administration en désignant donc de nouveaux responsables qui vont être en charge donc de la mise en œuvre de ce plan de relance économique s'agissant du secteur des mines. Donc cette réunion visait justement à rappeler aux nouveaux promus, mais surtout à toute l'administration du secteur minier, de la nécessité donc de se remobiliser, la nécessité de se fixer donc des objectifs à très court terme donc d'ici la fin de l'année, de rappeler les objectifs attendus sur l'année 2018 pour rendre concret, évidemment, les attentes rattachées donc au plan de relance économique. Le secteur des mines a une grande carte à jouer dans le cadre du développement donc, du secteur minier, notamment dans l'attribution ou l'ouverture de nouvelles mines, dans l'intensification donc, des mines actuelles, mais surtout dans la capacité de mettre en œuvre des solutions pour la création de l'emploi donc, des compatriotes et de contribuer donc, au niveau du PIB national.
Christian Magnagna a profité de l'occasion pour féliciter les nouveaux venus, notamment le nouveau secrétaire général qui mesure déjà l'étendue de la tâche qui l'attend. Le conseil d'administration de l'école des mines et métallurgie de Mwanda s'est tenu ce mercredi dans la ville minière au sud-est du Gabon. À l'ordre du jour, plusieurs points, dont le bilan de l'année écoulée. Les détails avec Chimène Sandra Senghone et Hervé Oubian. Un an après son ouverture, l'école des mines et métallurgie de Mwanda affiche un bilan positif et un rayonnement qui a d'ailleurs commencé à s'internationaliser. Après avoir enregistré un étudiant camerounais en 2016, cette année, ils sont 2 en provenance du Niger et du Togo. L'école coopère aussi avec des enseignants étrangers. C'est le fruit d'un partenariat signé avec des universités extérieures. Sur le plan financier, il n'y a pas aujourd'hui d'obstacle majeur, n'est-ce pas, dans le fonctionnement. Bon, maintenant, sur le plan pédagogique, les choses se passent correctement. Je crois que le mode de fonctionnement de l'école, c'est-à-dire d'un côté un nombre restreint d'enseignants permanents, un nombre plus ou moins important d'enseignants vacataires, mais surtout une coopération internationale avec des grandes écoles en France, des écoles d'ingénieurs en France, qui permettent donc de mettre à disposition des enseignants par visioconférence. Au compte de l'année scolaire 2017-2018, avec 34 inscrits et 28 en phase d'obtenir leur diplôme, l'école des mines et métallurgie de Mwanda compte réajuster les formations qu'elle offre en fonction de la demande du marché de l'emploi. Certaines filières vont poser quelques problèmes, disons, au niveau des débouchés. Et donc nous avons, au niveau du conseil, décidé de réduire, n'est-ce pas, les recrutements au niveau de certaines filières, notamment la filière exploitation, disons, prospection minière, n'est-ce pas? Parce que la capacité d'absorption du marché est de plus en plus faible au regard du contexte minier qui est particulièrement défavorable en ce moment dans le pays. Le conseil d'administration tenu ce mercredi a par ailleurs voté le budget de l'année 2017-2018 qui s'élève à 915 millions de francs CFA. Le suivi des enfants déficients est une préoccupation grandissante au Gabon. À Libreville, un centre de rééducation spécialisé permet depuis 3 ans, grâce à des thérapies particulières, de favoriser l'épanouissement de ces enfants. En témoigne ce regard de Mirandangé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles mentaux neurologiques affectent une personne sur 4 dans le monde à un moment de leur vie. Environ 450 millions de personnes souffrent actuellement de ces pathologies, ce qui place les troubles mentaux dans les causes principales de morbidité et d'incapacité à l'échelle mondiale. Au Gabon, le centre de rééducation Sanondo, créé en 2014, permet d'apporter un soutien pédagogique, social et thérapeutique aux personnes atteintes de troubles intellectuels. Nous faisons de la psychomotricité. Et là, cette année, ce qui est différent, c'est qu'on va faire de la balnéothérapie en utilisant les espaces extérieurs. On va faire de la ergothérapie, donc pour faire en sorte que les enfants arrivent à être beaucoup plus épanouis. Jeanne Missonda travaille dans ce centre en tant qu'assistante pédagogique. Aujourd'hui est un jour ordinaire car elle donne un cours de géométrie. Elle a une méthode propre à elle. On va travailler sur ces 4 forts. Vous avez entendu les amis? Dans tout ça, il faut d'abord être amour, il faut les aimer, les prendre par les sentiments. Et face à un cours, il faut être là, la maîtresse doit être à côté. Exemple, là vous avez trouvé un cours de géométrie où l'enfant doit découper la forme, donc découper, lui il a exemple découpé le rond. Donc il faut que la maîtresse soit là parce qu'il a une paire de ciseaux entre les doigts. Donc la maîtresse doit être là pour l'aider à découper. Ce centre qui accueille des enfants dont l'âge varie entre 0 et 16 ans sont classés en fonction de l'âge mental chronologique. Chaque enfant suit un programme à lui parce qu'ils peuvent être porteurs de la même pathologie, mais ils ne se comportent pas, ils ne manifestent pas ça de la même manière. Le 3 décembre prochain, des activités culturelles seront organisées au sein de ce centre afin de montrer les compétences de ces jeunes malgré leur handicap.
Ouvrons la page Afrique et c'est au Libéria, tel qu'annoncé en titre. Le candidat arrivé en tête du premier tour de la présidentielle le 10 octobre dernier dans le pays, George Weah, a appelé ce mardi ses partisans au calme après la suspension du processus électoral par la Cour suprême. Le récit de Linda Gaël Maganga. En attendant les résultats du second tour de l'élection présidentielle au Libéria, George Weah, arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui s'était déroulée le 10 octobre au Libéria, appelle ses partisans au calme. Nous avons souscrit à la déclaration de Farmington en allant à ces élections. Je veux que vous sachiez que vous avez gagné le premier tour et que vous êtes en tête. Ne vous découragez pas. Un second tour du scrutin prévu mardi devrait représenter le seul transfert démocratique du pouvoir au Libéria en septembre, garantissant l'héritage d'Hélène Sirleaf alors qu'elle démissionne après 12 ans. Mais le processus est maintenant retardé. Le Libéria est ce que nous avons. Nous avons été calmes, je dois vous remercier. Continuez d'être pacifique pendant que nous suivons la procédure officielle. Bouaka et George Weah sont les candidats qui s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle. Et George Weah tient à préserver l'image du parti CDC accusé de semer le trouble dans le pays. Toujours Libéria et après cet appel au calme du candidat George Weah arrivé, pour rappel, en tête à la première manche des élections présidentielles, le tour est revenu ce mercredi à la présidente sortante d'inviter chaque citoyen à préserver selon elle la démocratie attaquée. Le récit de Michel Tini. Le torchon brûle au Libéria depuis l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle qui a donné vainqueur George Weah, sénateur et ancienne star de football, et le vice-président Joseph Boakai. La présidente sortante Hélène Johnson Sirleaf est une fois de plus sortie de sa réserve, invitant les acteurs politiques à bannir les propos incendiaires qui concourent à la haine. Les allégations, le discours de haine, le langage provocateur ont caractérisé ce qui devrait être un moment de fierté dans notre histoire. Comme pour inviter à un ressaisissement de la classe politique et de chaque citoyen, le prix Nobel de la paix 2011 appelle à la préservation des acquis de la démocratie du Libéria en danger. Nous devons continuer à nous respecter les uns les autres, à respecter l'état de droit et la décence. Le second tour de la présidentielle aurait dû se tenir ce mardi, mais la Cour suprême a suspendu lundi le processus ordonnant à la commission électorale d'examiner un recours du candidat arrivé en troisième position avec 9,6% des voix, l'avocat Charles Brunskine. Cap sur l'Afrique du Sud et c'est en bref et en images où des milliers de chauffeurs de taxi ont manifesté à Pretoria ce mercredi pour réclamer plus de soutien de la part du gouvernement, notamment sous forme de licences et de subventions. Les chauffeurs se sont donc dispersés dans l'après-midi après avoir remis un mémorandum de revendication au ministère des Transports et aux organisations syndicales. Ils ont donné 21 jours au gouvernement pour répondre. La page Monde, pas en reste dans la suite de cette grande session et nous débutons en Espagne. La circulation a été difficile ce mercredi dans le pays, en Catalogne, où de nombreuses routes et autoroutes étaient bloquées à la suite d'une grève déclenchée par un syndicat indépendantiste qui affectait également le trafic ferroviaire. Le récit de Jamila Begman. Un TGV reliant Barcelone à Lyon, en France, qui devait atterrir à 12 h, a dû rebrousser chemin ce mercredi selon la compagnie ferroviaire nationale Renfe et pour cause, de nombreuses routes et autoroutes étaient bloquées à la suite d'une grève déclenchée par un syndicat indépendantiste. Cet appel à une grève générale a été lancé par l'organisation intersyndicale indépendantiste pour protester contre la précarité du travail et un décret du gouvernement central espagnol assouplissant les formalités de départ des entreprises de Catalogne.
Mais le mouvement, soutenu par deux puissantes associations séparatistes, l'Assemblée nationale catalane et Òmnium Cultural, a aussi un caractère politique. Les mouvements indépendantistes réclament la libération de leurs dirigeants détenus. Il n'est pas soutenu par les principaux syndicats espagnols, mais devrait également toucher les écoles, le premier syndicat de l'éducation publique catalane participant à la grève. À Barcelone, le mouvement paraît avoir un impact moindre que la grève générale du 3 octobre dernier, déclenchée contre la répression policière lors du référendum d'autodétermination interdit, mais très suivi. Restons en Catalogne, mais cette fois en bref et en images, où le président destitué de l'indépendantiste Carles Puigdemont a demandé ce mardi aux dirigeants de l'Union européenne de cesser de soutenir un coup d'État contre sa région sous tutelle de Madrid depuis fin octobre. Si les Catalans donnent à nouveau une majorité au parti séparatiste aux élections régionales du 21 décembre prochain, accepterez-vous le résultat du vote des Catalans, a demandé Puigdemont lors d'un discours devant quelques 200 maires séparatistes réunis à Bruxelles. Se menace de mettre en prison ceux qui pensent différent, ce qui ne convient pas aux autorités de Madrid. Dans ce pays, on ne peut pas y vivre. On ne veut pas y vivre. On veut construire un nouveau pays dans lequel on n'aurait pas peur de parler. Et j'invite à toutes les autorités, et surtout les Espagnols, à assurer la normalité démocratique de les prochaines élections. Sans de prisonniers politiques, sans de policiers qui menacent la diversité d'opinion dans notre rue, sans répression, sans limite aux idées des autres. Citoyens européens, l'Europe a été mieux protégés par toutes ces personnes qui ont protégé les urnes, les collèges électoraux, que par la police qui a battu à tous ces gens. Et comme je vous le disais à l'entame, la Cour constitutionnelle espagnole a donc annulé ce mercredi la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne adoptée le 27 octobre par le Parlement régional, une annonce faite ce jour par une porte-parole. Direction la France, où après des pannes à répétition, l'agglomération de Caen abandonne son tramway sur pneus pour passer au rail, coût des travaux 262 millions d'euros. Jamila Begman. L'agglomération de Caen a décidé d'abandonner son tramway à pneus bombardiers, jugé défaillant pour un tramway sur rail Alstom qui va coûter 262 millions d'euros selon la collectivité. Depuis maintenant quelques années, le TVR sur pneus présentait des défauts, des difficultés sur le plan de circulation, des difficultés sur le plan de maintenance du matériel. Et donc il était urgent de prendre cette responsabilité, de le remplacer parce qu'il ne pouvait plus circuler jusqu'en 2032. Le remplacement du tramway caénin va coûter 245 millions d'euros, dont 24 millions d'aides de l'État, 30 millions de la région et de l'Europe et 45 du département. À ces 245 millions, il faut ajouter 17 millions d'euros d'indemnité de rupture de contrat qui liait l'agglomération à Colas et Bombardier, selon l'agglomération. C'était un investissement à l'origine de plus de 200-240 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous faisons on va dire la même opération, mais car il était tout aussi important de prendre cette responsabilité, car ça remettait en cause automatiquement à la fois la politique de transport à l'échelle de notre territoire. Donc nous avons pu bénéficier de subventions à la fois de la région, du département, de l'Europe et bien sûr de l'État. En 2013, un moteur de TVR était tombé sur la voie à Cayenne. En 2003, à 2 reprises, des pneus ont éclaté, projetant un morceau de carrosserie à plusieurs dizaines de mètres sans faire de blessés. Il a aussi connu des déraillements les premières années à Nancy et à Cayenne. Les difficultés se sont espacées à Cayenne depuis 2015, a toutefois reconnu l'agglomération qui n'envisage pas de rompre son contrat avec Alstom. Cap sur les États-Unis où, selon les médias, le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, a été réélu haut la main ce mardi pour un nouveau mandat de 4 ans. PJ au pass s'en fait l'écho.
Le maire qui se pose en défenseur des New-Yorkais face à Donald Trump l'a emporté facilement avec 64,7% des voix contre 29,5% à sa rivale républicaine Nicole Maliotakis, sur la base des résultats portant sur 83% des bureaux de vote de la première ville américaine. Même s'il a été réélu sans enthousiasme, la victoire de Blasio, un Américain d'origine italienne de 56 ans, était attendue. Mes amis, tous ensemble, vous avez écrit l'histoire ce soir. Pour la première fois depuis 32 ans, un maire démocrate a été réélu à New York. Mais promettons-nous que cela ne sera pas la dernière fois. C'est le début d'une nouvelle ère, un gouvernement démocrate progressif à New York pour les années et les années à venir. L'une des principales mesures du premier mandat de Blasio, un démocrate très à gauche, a été d'ouvrir les écoles publiques de la capitale financière américaine à tous les enfants dès 3 ans. Une mini-révolution aux États-Unis où les enfants doivent généralement attendre 5 ans pour quitter les garderies privées. Il a aussi vivement attaqué Donald Trump sur ces mesures visant les immigrés, les musulmans et les clandestins. Et ce soir, New York a aussi envoyé un message à la Maison-Blanche. Notre message était celui-ci. Vous ne pouvez pas attaquer les valeurs de New York et gagner, Monsieur le Président. Si vous tournez le dos aux valeurs de la ville qui vous a vu naître, la ville va se battre. Nicole Maliotakis, au contraire, avait dénoncé son refus de coopérer avec les services fédéraux dans la traque des sans-papiers. Et nous allons en Colombie, et c'est en bref et en images. La guérilla de l'ELN a averti ce mardi que le cessez-le-feu bilatéral conclu avec le gouvernement colombien dans le cadre des pourparlers de paix menés à Quito aurait un risque grave en raison, selon elle, d'actions offensives de l'armée. Ce cessez-le-feu, en vigueur du 1er octobre au 9 janvier prochain, se solde jusqu'à présent par un bilan pauvre, a déclaré Pablo Beltrán, chef négociateur de l'armée de libération nationale, lors d'une rencontre avec la presse dans la capitale de l'Équateur. Écoutez. Nous avions convenu avec le gouvernement que l'objectif premier était d'améliorer la situation humanitaire de la population, objectif qui n'a pas été atteint puisqu'en octobre, les menaces et les assassinats des leaders sociaux ont augmenté. Bien qu'il n'y ait pas eu d'incident armé entre les deux parties, du fait de la volonté de l'ELN de les éviter, il y a eu des opérations d'occupation de territoire dans des endroits où auparavant les forces militaires du gouvernement n'arrivaient pas à ces opérations offensives, ne respectent pas ce qui a été convenu dans l'accord du cessez-le-feu et lui font courir un risque grave. Le ministre des Sports et les acteurs du monde de football ce mercredi. Kenny Ongori, Fred Ndongo. Cette concertation valait son pesant d'or au regard du blocage que connaît le démarrage du championnat national et la Coupe du Gabon. Autour du ministre des Sports, les présidents de la Fédération gabonaise de football, de la LINAF et les responsables des clubs de première division ont ensemble abordé les différentes problématiques afin de proposer des pistes de solutions. Nous nous sommes retrouvés entre les différents intervenants pour voir dans quelle mesure nous pourrions lancer effectivement ce championnat et dans quelle mesure on pourrait le rendre plus régulier, plus efficace. Au sortir de cette rencontre, une décision collégiale a été trouvée, mais celle-ci fait appel à certaines concessions au regard de la crise financière que connaît le pays. Nous avons décidé pour la Coupe du Gabon de ne plus faire jouer cette compétition, étant entendu qu'il ne nous reste plus que 2 semaines devant nous. Dans le cas de figure, le CF Mounana, qui a terminé champion du Gabon, s'engage effectivement en Champions League d'Afrique. Et son dauphin, c'est-à-dire Manga Sport, va représenter le Gabon à la Coupe de la Confédération africaine de football, la 2e compétition interclub de la CAF. Pour les responsables de la LINAF, cette situation de blocage déjà connue du monde sportif en général et du football en particulier est la résultante du financement tardif des compétitions avec pour impact direct sur la formation des acteurs. Le plus gros de nos problèmes, ce sont les moyens financiers. Vous savez que depuis la professionnalisation de notre championnat,
des dispositions avaient été prises pour que les clubs ont un accompagnement conséquent dans leur organisation et dans le fonctionnement de la LINAF. Malheureusement, il se trouve que chaque année, il y a de gros soucis pour boucler les saisons et nous sommes toujours obligés de démarrer avec le paiement des arriérés. Le consensus ayant prévalu pendant cette concertation multipartite entre les différents responsables du football gabonais et le ministère des Sports, a décidé de faire le choix des équipes qui représenteront le pays aux compétitions africaines sans pour autant passer par la Coupe du Gabon des clubs. Cette décision peut tout de même entraîner des grincements des dents pour les équipes qui auraient voulu jouer la carte jusqu'à épuisement. Et puis restons en sport et c'est toujours au Gabon alors que plus d'une personne ne croit plus en un horizon clairsemé pour le football gabonais à cause du rendement des sélections nationales ces 2 dernières années. Un homme, Geoffroy Maxime Blévy, y croit encore et toujours. Président du centre de formation de football Bastia Gabon, il a foi aux objectifs qu'il s'est fixés en formant des jeunes talents. Ahmed Jobogo et Alexigna nous font le point. Amour, passion et détermination, tel pourrait être le titre du film de la vie que mène actuellement cet homme, Geoffroy Maxime Blévy. La cinquantaine révolue, il accompagne toujours les jeunes du centre de formation de football Bastia Gabon, fondé depuis déjà une dizaine d'années. Vous le voyez, c'est Dieu qui fait ces choses. Le temps est mauvais. Voilà, cette grande pluie, les enfants sont là-dedans. Nous avons fait 10 ans d'existence. Le club a été créé en 2006. Mais je me dis, on va accompagner toujours les enfants. Ce sont les jeunes. Nous avons formé beaucoup qui sont à l'étranger aujourd'hui. Je ne vais pas baisser les bras. Geoffroy Maxime Blévy a cette saison 2017-2018 de nouvelles ambitions. Il compte monter une section junior pour participer au championnat de 3e division. Mais pourquoi vous faites la formation? Vous ne pouvez pas les accompagner et puis à un moment vous allez les laisser. On doit aller jusqu'au bout. Qu'il y a 4 ans, 5 ans que je les ai laissés, ça me fait mal. Et le capitaine senior qui vient de parler tout à l'heure, je l'ai formé ici, sur ce stade-là. Il avait 12 ans. Aujourd'hui, il avait 22 ans, avec son bac. Et il fait 2e année à l'université. Pourquoi ne pas l'accompagner? Et à ouvrir une section D3. C'est ça que vous voyez là? Pour grandir et se développer, il faut être tenace dans l'effort, quitte à braver des averses en cette saison des pluies qui se montrent capricieuses. L'entraînement malgré la pluie sur cette pelouse synthétique du stade de Nzayon dans le 6e arrondissement de Libreville fait du centre de formation de football Bastia Gabon un vivier de footballeurs courageux pour les Panthères du Gabon, l'équipe nationale. D'ailleurs, le coach Blévy ambitionne pour ses pensionnaires une visibilité internationale. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, début d'un atelier inaugural ce mercredi des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, afin d'harmoniser les systèmes d'enregistrement des produits vétérinaires dans la région. Nous étions au Libéria où jamais un sans deux, après l'appel au calme du candidat arrivé en tête au premier tour de la présidentielle, George Weah, à l'endroit de ses partisans. La présidente sortante, Ellen Johnson, a emboîté le pas ce mercredi, invitant chaque citoyen à préserver, selon elle, la démocratie attaquée. Et puis, coup de théâtre, ce mercredi en Espagne, la Cour constitutionnelle a annulé la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne, adoptée le 27 octobre par le Parlement régional. Carles Puigdemont, le président destitué de la Catalogne, demande quant à lui aux dirigeants de l'Union européenne de cesser de soutenir un coup d'État contre sa région sous tutelle de Madrid depuis fin octobre. Voilà, Madame, Monsieur, ce qui met un terme à cette grande session d'information au nom de toute l'équipe. Merci de nous rester fidèles à 22h. Abdulaziz Maïga vous attend pour un autre regard sur l'actualité. J'aurai plaisir à vous retrouver ce jeudi dès 18h. D'ici là, l'information continue sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.